Amis YouTube, chers abonnés, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure, nouvelle vidéo de partage dont le sujet abordé aujourd'hui sera la Cockpit Preparation à bord de l'Airbus A320-200 de l'éditeur Phoenix avec la toute dernière mise à jour qui a eu lieu récemment, c'est la V1.5.2.214. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, je voudrais ouvrir une parenthèse pour remercier tous les commentaires qui ont été postés lors de ma dernière vidéo sur le vol Biarritz-Nice. En effet, ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que pour certains d'entre vous, cela a apporté un plus, et pour cela, je vous en remercie grandement. Voilà donc pour cette petite parenthèse. Bien, comme dit précédemment, le but de cette vidéo va être de partir d'un mode cold and dark, donc froid et sombre, où tous les systèmes sont éteints, donc inopérants, et le but étant de les rendre actifs, de les initialiser tout en détaillant leurs fonctions. Nous sommes actuellement sur le terrain de Nice Côte d'Azur. Nous avons le ground power qui est connecté à notre avion, qui est disponible. Alors, c'est parti, on va se rendre à l'intérieur de notre cockpit. Bien, on va dire que nous sommes le tout premier équipage à prendre place à bord de notre avion. Donc comme vous pouvez le constater, tous les systèmes à bord sont éteints. Je vais commencer par me rendre sur le pédestal. Je vais commencer à vérifier le bloc radar météo. Je vais vérifier que le système est bien sur la position off. Le cas échéant, donc actif, les ondes ou radiations émises par le radar météo qui se situe dans le nez de l'avion pourraient être très dangereuses, voire nocives pour le personnel se trouvant au sol. C'est pour cette raison qu'on vérifie que la position du système doit être sur la position off. Ensuite, au niveau du Predicting Wind Shear, donc alerte au cisaillement de vent, on vérifie également qu'il est sur la position off. Je vais vérifier que mon frein de parc est appliqué. Je vais vérifier que les ground spoilers sont sur la position retract, que les flaps sont sur la position 0, que le mode selector est sur la position normale, que les engine master 1 et 2 sont sur la position off, que le thrust lever est bien sur la position idle. Ensuite, je vais vérifier également le train d'atterrissage, qu'il soit bien sur la position sortie down. Je vais ensuite vérifier le bloc transpondeur et le TCAS. Alors le transpondeur, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement qui permet de communiquer certaines informations au radar secondaire des contrôleurs aériens, des informations telles que votre position, votre cap, votre vitesse, votre altitude, votre immatriculation. Alors on peut voir qu'il y a plusieurs positions. Il y a la position standby, auto et on. La position standby, c'est la position veille. Je me passerai en auto une fois que j'aurai obtenu mon code transpondeur délivré par le contrôleur, une fois que j'aurai eu ma clairance de départ. Et lors du roulage, je mettrai ce sélecteur sur la position auto. La position on, je la mettrai juste avant de rentrer sur la piste. C'est le mode Sierra. Au niveau de l'ATC, vous avez 1 et 2. Si c'est moi qui vole aujourd'hui en tant que capitaine, je mettrai sur la position 1. Si c'est le copilote, je mettrai sur la position 2 au niveau de l'ATC. Ensuite, au niveau de l'altitude reporting, je peux déjà le positionner en on. Ça m'évitera de le faire ultérieurement. De toute manière, pour l'instant, étant en stand-by, aucune information n'est donnée. Concernant le TCAS, c'est un système d'alerte et d'évitement anti-collision. Il a également 3 positions. La position stand-by, qui est position veille, la position TA que je mettrai lors du roulage sur le taxiway et qui m'avertira des trafics qui sont à proximité au sol. Et juste avant de pénétrer sur la piste et d'effectuer mon décollage, je passerai en TA. En fait, ce mode va m'alerter et me proposer une solution d'évitement en cas de trafic convergent à ma route. Et ça va se traduire par un changement d'altitude. Vous avez également sur votre gauche plusieurs sélections. Alors, vous avez All, Above et Below. Lors de mon décollage, je mettrai en Above pour voir tous les trafics qui seront au-dessus de moi puisque je suis en montée. Lors de ma croisière, je mettrai le sélecteur sur All et lors de ma descente, je mettrai en Below pour voir tous les trafics qui sont en dessous de mon plan de descente en fait. Voilà ce qui est pour du TCAS, pour ces informations. Bien, maintenant nous allons passer sur la partie Overhead. Alors, la première chose que je vais contrôler sur mon overhead, ça va être la position des 2 wipers, donc les 2 essuie-glaces, celui du commandant de bord
et celui du copilote. Je vais m'assurer qu'il soit bien sur la position off. Le cas échéant, lorsque vous allez démarrer votre avion ou alimenter votre avion, si ceux-ci sont en fonction et que le pare-brise est sec, vous risquez fortement d'endommager vos balais d'essuie-glace ainsi que votre pare-brise. C'est pour ça qu'il est conseillé dans les flots de contrôler que la position des deux wipers soit sur la position off. Ensuite, je vais me diriger sur le bloc électrique. Vous voyez que vous avez l'external power qui est available, disponible. Avant ça, je vais enclencher les deux batteries, batterie 1, batterie 2. Mais je vais vérifier également qu'on ait un voltage supérieur à 25,5 volts. Donc, ce qui est le cas. Donc, je vais enclencher la première batterie. Ensuite, la deuxième. Et pour finir, je vais enclencher l'external power. Donc, connecter mon GPU. Voilà, donc mon avion est maintenant connecté électriquement à mon GPU et il va faire son initialisation. Vous voyez tous les écrans qui sont en train de s'initialiser. Donc on va laisser faire ce test. Voilà, donc on peut constater l'initialisation des différents écrans. Ensuite, l'initialisation étant en cours, je vais aller poursuivre mon flow sur l'overhead. Donc maintenant, je vais appliquer la philosophie d'Airbus qui veut que pour chaque voyant allumé en blanc associé à un système, pour qu'il fonctionne correctement, doit être éteint. Donc pour ce faire, on va commencer un flow qui va débuter de bas en haut et de gauche à droite. Alors le premier bouton que l'on voit au voyant allumé en blanc, c'est le crew supply. Le crew supply, c'est l'alimentation des masques à oxygène pour l'équipage dans le cockpit. Donc on va aller dans les cams inférieures. Et vous voyez qu'on a un message de couleur ambre qui nous stipule qu'on a une basse pression au niveau de l'alimentation des masques à oxygène dans le cockpit. Donc pour l'activer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. On retourne sur notre cam et vous voyez l'alarme a disparu. Donc au niveau de la pression d'oxygène, c'est OK. On va poursuivre. Je vais activer le ground control, donc c'est l'enregistreur de voix dans le cockpit, et on va faire un test CVR. Vous allez entendre un bruit. Voilà, donc c'est OK. Ensuite, au niveau du GPWS, vous avez deux alarmes terre et système. C'est tout à fait normal puisque nos centrales inertielles ne sont pas encore initialisées. Donc ADIRS 1, ADIRS 2, ADIRS 3. On va poursuivre. Donc maintenant, on va commencer à initialiser nos centrales inertielles. Donc c'est ce qui va nous permettre de positionner géographiquement notre avion dans l'espace. Donc on va activer ADIRS 1, on va le mettre sur nav. J'attends qu'il fasse son autotest à la fin de OnBat. Je vais passer sur ADIRS 2 sur nav. Il va faire son autotest à la fin de OnBat. Je vais pouvoir faire le troisième. Voilà, parfait. A noter que vous pouvez également suivre le décompte du temps d'alignement des IRS qui est affiché sur les cams supérieures. Vous voyez, donc c'est marqué IRS d'alignement supérieur à 7 minutes. Au niveau des extérieurs light, donc des feux extérieurs, je vais allumer mes feux de navigation. Donc vous avez deux positions, soit le système 1, soit le système 2. En fait, ça dépend des compagnies, mais lorsque vous êtes un jour pair, vous mettez sur le système 2. Si vous êtes un jour impair, comme aujourd'hui, le 31, je vais le mettre sur le système 1, tout simplement. Au niveau des consignes de ceinture de sécurité, je les laisse sur la position off tant que l'avion n'aura pas été ravitaillé en carburant. Tout simplement parce que c'est la phase la plus critique et les passagers doivent être détachés si jamais il devait y avoir un incendie à bord. Ce qui est tout à fait logique. Donc une fois que l'avion aura été ravitaillé en carburant, à ce moment-là, je pourrai basculer le secteur sur la position on. No smoking, c'est un vol non fumeur, donc je vais le mettre sur on. Et ensuite, ici, au niveau des éclairages extérieurs de secours, je vais les mettre sur position armée. On poursuit. Ensuite, je vais démarrer l'APU. Alors, avant de démarrer l'APU, je vais faire le test incendie. On va appuyer sur le bouton test.
Et vous voyez que sur l'ICAM supérieur, vous avez APU Fire avec la procédure de test à effectuer. Et les deux Master Caution à gauche et à droite. Ok. Donc je vais enclencher APU Master. Switch. Ensuite, j'attends 3-4 secondes et APU Start. On va regarder ici sur les cams inférieures son démarrage. Donc voilà, vous avez le volet à l'arrière de l'appareil qui s'est ouvert. Ici, vous avez la turbine qui monte en puissance. Et ici, les gaz d'échappement. Et ici, le bloc APU jeune, vous n'avez encore aucune tension qui est délivrée pour l'instant. Vous voyez ici la trappe au niveau de l'APU. Voilà, c'est cette trappe ici d'entrée d'air pour l'APU. Donc vous voyez maintenant, on a notre APU qui est disponible et en 115 volts. On va regarder sur le module électrique, on va voir ce qui se passe. Donc ici vous avez nos deux batteries, batterie 1, batterie 2 et l'external power, vous voyez ici, qui est connecté à l'alimentation de notre avion. Mais vous voyez que l'APU pour l'instant n'est pas connecté. Donc il est démarré, mais il est soulagé en fait par l'external power, donc le GPU. Alors on peut faire un test également en déconnectant l'external power et voir qu'est-ce qui se passe au niveau des cams. Alors pour cela je vais déporter les cams sur l'overhead. Alors on va déconnecter l'external power et voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous avez l'external power qui s'est déconnecté de l'alimentation électrique et c'est l'APU Gen qui a pris le relais. Donc maintenant je vais reconnecter sur l'external power afin de soulager l'APU. Voilà donc pour cette petite manipulation et comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du module électrique. On continue. L'APU bleed, je le laisse sur off, je l'activerai juste avant la séquence de démarrage des moteurs. L'APU me délivrant de l'air comprimé sous pression qui aidera au séquençage du démarrage des moteurs. On continue, donc je vais m'intéresser maintenant au panneau des éclairages intérieurs. Donc je vais tester tous les voyants avec le bouton test. Donc on peut observer que tous les voyants c'est clair, qu'il n'y a aucun voyant qui est en dysfonctionnement. On peut observer sur le FCU au niveau des segments d'affichage qu'il n'y a aucun problème. On voit bien les 8 qui sont dessinés et que toutes les alarmes et voyants sont allumés. On va aller sur le pédestal, la même chose, donc c'est OK. On poursuit, donc je vais aller sur le module de pressurisation de la cabine. Je vais vérifier qu'il soit bien sur auto. Ensuite, au niveau du module air conditionné, les deux packs sont sur fault, c'est normal puisque nos moteurs sont à l'arrêt. Au niveau du module électrique, on peut observer que les deux génératrices sont sur fault, c'est normal puisque les deux moteurs sont également à l'arrêt. Et maintenant on va faire un test de charge au niveau des batteries. Alors je ne sais pas si sur le Phoenix ce modèle est bien simulé, mais en réalité il faudrait éteindre les batteries et les réallumer. Et on devrait constater une baisse significative de l'ampérage. De 60 ampères, on devrait diminuer très rapidement. Donc je vais essayer de le simuler en déportant le panneau électrique. Voilà, donc j'ai déporté mon panneau électrique sur l'overhead. On constate que les deux blocs batterie 1 et batterie 2 sont en auto. Je vais les désactiver. Batterie 1, batterie 2. Et je vais les réactiver. Et normalement, on doit observer une chute significative de l'ampérage afin de vérifier la bonne charge des batteries. Donc je vous montrerai ça avec une toute petite vidéo juste après. Au niveau du bloc fuel, toutes les pompes sont sur off, c'est normal, je les laisse sur off tant que l'avion n'aura pas été refuelé. Et la deuxième condition, c'est que je les activerai juste avant la séquence de démarrage de mes moteurs. Au niveau du panneau hydraulique, vous avez un schéma représentatif des 3 circuits hydrauliques principaux de l'avion. Vous avez le circuit vert, le circuit bleu et le circuit jaune.
À noter que ces 3 circuits sont complètement indépendants des autres. Mais on y reviendra un peu plus tard au niveau de chaque fonction, au niveau de l'ECAM. Alors à quoi servent ces circuits hydrauliques? Ils sont capitaux au bon fonctionnement de l'avion, car ils servent à manœuvrer les surfaces de contrôle, à manœuvrer le train d'atterrissage, à manœuvrer les volets et également pour le freinage. Au niveau du bloc test incendie moteur, donc on a fait le test de l'APU, maintenant on va faire le test incendie des 2 moteurs Engine 1, Engine 2. Alors c'est parti. Vous avez la première alarme. Vous avez le master warning sur le FCU du commandant de bord. 2, 3 sur le copilote. Vous avez sur les câbles inférieurs l'alarme incendie moteur numéro 1 avec la procédure à effectuer. Et enfin, sur le pédestal, vous avez sur l'engine 1 l'alarme incendie. On va passer sur le numéro 2. Test incendie moteur numéro 2. Alarme 1. Master caution ou master warning des deux côtés, pilote et copilote. Alarme incendie moteur numéro 2 sur les cônes inférieurs avec la procédure à effectuer. Et enfin également, vous avez sur le moteur numéro 2 l'alarme incendie. Cette procédure terminée, on va passer sur le dernier module. Bon, vous voyez qu'il n'y a rien à faire puisque tous les voyants sont éteints. Bien, c'en est fini au niveau des contrôles, au niveau de l'overhead. On va aller maintenant sur le pédestal et vérifier que la position des flaps en position 0 coïncide bien avec l'indication qui est donnée au niveau de l'écam supérieure. Donc c'est vérifié, on voit bien que notre indicateur de volet est bien sur la position 0. Ensuite, je vais aller sur la page Engine et vérifier le niveau d'huile des moteurs. Donc le niveau minimal de fonctionnement dans des moteurs est exprimé en quarts et de 9,5 quarts et 0,5 quarts par heure de vol. Donc là, on voit qu'au niveau de l'huile, on a 20.0 et 21, donc c'est largement suffisant et contrôlé pour le vol. Maintenant, on va aller sur la page hydraulique et on va retrouver nos 3 circuits hydrauliques que l'on a vus précédemment. Alors je vais déporter cet écran sur l'overhead et faire une petite explication. Donc voilà, nous avons notre synoptique qui représente nos 3 circuits hydrauliques principaux de notre avion. Ces 3 circuits, nous les retrouvons également sur notre overhead avec le circuit vert, le circuit bleu et le circuit jaune. Chaque circuit est indépendant et possède son propre réservoir ou bâche hydraulique qui est matérialisé ici. Le niveau hydraulique qui est matérialisé par cette flèche dans le petit rectangle représente le niveau nominal de fonctionnement. Donc on peut voir que les niveaux sont corrects sur les 3 circuits hydrauliques. 1 représente le circuit hydraulique du moteur numéro 1. 2 représente le circuit hydraulique du moteur numéro 2. ELEC, c'est une pompe électrique que l'on peut actionner ici et qui permet de pressuriser le circuit hydraulique du moteur numéro 2 qui est à l'arrêt à la pression de 3000 PSI de 107 bars. Lorsqu'on veut démarrer par exemple un des 2 moteurs, par exemple le moteur numéro 1, lorsque celui-ci va démarrer, il va entraîner une pompe hydraulique qui est représentée ici et qui va pressuriser son circuit à la pression de 3000 PSI. Là pour l'instant, vous voyez qu'il y a marqué low pressure, c'est normal puisque nos moteurs sont arrêtés. Et enfin, vous avez ici le circuit bleu qui est un circuit d'urgence avec RAT qui est une turbine à air dynamique qui se déploie en cas d'urgence sous le fuselage de l'avion. Et enfin, vous avez la PTU qui est Power Transfer Unit, qu'on appelle également groupe de transfert hydraulique, qui permet de mettre sous pression le circuit vert lorsque le circuit jaune est pressurisé. C'est-à-dire que lorsque le circuit jaune est pressurisé, soit avec le moteur en marche, soit avec l'activation de la pompe électrique, donc pressurisé à la pression de 3000 PSI, celui-ci va entraîner au niveau de la PTU un moteur hydraulique qui va entraîner une pompe hydraulique qui va pressuriser le circuit vert à la pression de 3000 PSI et inversement. Maintenant, on va voir comment cela fonctionne. Voilà, donc je suis à l'extérieur de l'avion, les moteurs sont arrêtés. Si j'active ou je manœuvre mon joystick, vous voyez que j'ai aucune action sur les surfaces mobiles de mon avion. La gouverne de direction
ne fonctionne pas, la gouverne de profondeur également, et les ailerons également. Maintenant, je vais activer la pompe électrique du circuit hydraulique numéro 2. Et regardez ce qui se passe. La pompe hydraulique va pressuriser le circuit hydraulique, donc environ à 3000 PSI, et la PTU se met en marche automatiquement car elle détecte une différence de pression sur le circuit vert par rapport au circuit jaune. A noter que la PTU se déclenche lorsqu'elle détecte une différence de pression de 500 PSI. On va là à l'arrière de la cabine et vous entendez le bruit de la PTU qui se met en marche automatiquement. Et elle a un bruit bien caractéristique, on dirait un chien qui aboie. Donc maintenant que vous connaissez son fonctionnement, lors par exemple du démarrage du moteur numéro 2, celle-ci donc va automatiquement démarrer puisque le moteur numéro 1 étant à l'arrêt, la PTU va détecter donc une baisse de pression et va automatiquement pressuriser le circuit hydraulique du moteur 1. Voilà, maintenant que vous connaissez son fonctionnement, vous pouvez l'expliquer aux passagers qui pourraient éventuellement s'inquiéter. Donc maintenant je suis à l'extérieur de mon avion et si je manœuvre mon joystick, je m'aperçois que les surfaces mobiles de mon avion fonctionnent au niveau des ailerons, au niveau de la gouverne de profondeur, au niveau de la gouverne de direction. Et on voit également le changement de pression au niveau du circuit vert et au niveau du circuit jaune. Et si je coupe la PTU, vous voyez que je ne pressurise plus le circuit hydraulique du moteur numéro 1. Seul le circuit hydraulique du moteur numéro 2 reste actif puisque j'ai activé la pompe électrique ici qui pressurise mon circuit. Et enfin, si j'active la rate, voilà, donc la rate est active. On va aller voir sous le fuselage de l'avion. Donc vous voyez ici la rate qui est la turbine aérodynamique qui s'est déclenchée en cas d'urgence et sous l'effet de la pression du vent, celle-ci va faire tourner l'hélice qui va entraîner la pompe hydraulique et qui va pressuriser le circuit hydraulique à la pression de 2500 PSI. Voilà, donc j'ai trouvé intéressant d'expliquer un petit peu le fonctionnement de ces systèmes hydrauliques et notamment la PTU. Prenons exemple par exemple sur le circuit vert. À noter qu'au niveau de la PTU, si vous avez une rupture par exemple de la canisation au niveau du circuit vert, le circuit hydraulique ici pressurisé faisant tourner le moteur hydraulique risquerait de s'emballer puisque ici il n'y aurait aucune résistance. Donc vous risquez un échauffement du circuit également jaune et au lieu de perdre les deux circuits, les pilotes pourraient également couper la PTU pour éviter une surchauffe et de perdre les deux circuits. Voilà donc pour ces explications au niveau hydraulique. Et enfin, dernier test avec le démarrage de mes deux moteurs pour voir le fonctionnement de la PTU. Donc pour ce faire, je vais activer la beacon pour signaler le démarrage de mes deux moteurs pour le personnel se trouvant au sol. Je vais activer la PU bleed. Je vais déconnecter de l'external power puisque mon APU est maintenant connecté. Je vais activer les pompes à carburant. Je vais désactiver la pompe électrique ainsi que la pompe PTU pour revenir à un système initial. On va en profiter également pour vérifier le panneau électrique. Voilà, donc on peut constater que l'external power s'est bien déconnecté et maintenant c'est l'APU Gen qui a pris le relais. Je vais revenir sur mon panneau hydraulique. Voilà, et maintenant je vais pouvoir lancer le séquençage du démarrage du premier moteur. Voilà, donc vous avez ici le moteur qui commence à démarrer au niveau du moteur numéro 2. Donc vous avez la montée de pressurisation du circuit hydraulique. Voilà, donc le circuit bleu commence également à monter en pressurisation. Voilà, et maintenant je vais démarrer le moteur numéro 1. Donc le moteur numéro 1 commence à démarrer. Et vous voyez que la PTU, elle, détectant une différence de pression entre le circuit vert et le circuit jaune, a pris le relais et a équilibré les pressions. Voilà, on entend le démarrage de la PTU lorsque le séquençage du moteur numéro 1 commence à démarrer. Là, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Je tenais à vous la présenter en essayant d'expliquer du mieux que j'ai pu l'interaction qu'il y a entre les différents systèmes. C'est vrai que l'Airbus est un avion magnifique
complexe et simple à la fois de l'automatisation de ces systèmes. Donc merci de votre attention, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. Bon voilà à tous.